Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro, un partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler de prévention, de pouvoir d'achat et d'algorithmes. A tout de suite. Pour ce nouvel épisode de Tech, nous recevons Vincent Harel, président de Mercer France, et Philippe Simon, président de Cegedim Insurance Solutions. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mariana, bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Alors, une première question sur l'évolution des dépenses de santé. Vous êtes bien placé parce que vous êtes courtier gestionnaire. Comment ont évolué les dépenses de santé pendant ce premier semestre 2022, Vincent ? Alors sur le premier semestre 2022, on constate une poursuite, une forme de dérive de ces dépenses. Alors, on était déjà sur un tempo en 2021 avec 3 postes qui dérivaient un peu différemment des autres, en tout cas avec des modèles différents. En premier lieu, le dentaire, avec évidemment la réforme du 100% santé qui a fait bondir la consommation, en particulier dans prothèses dentaires, avec un poste qui augmente de 15%, et on pense qu'on est sur une tendance qui devrait se poursuivre. On a aussi tout ce qu'on appelle les autres soins. Alors ça embarque beaucoup de choses, mais notamment tout ce qui est auxiliaires médicaux, donc les kinés, l'ostéopathie, tous ces sujets-là. Donc on voit bien probablement une résurgence des problématiques de TMS, avec un poste qui dérive assez fort également, dans les 10-15% également. Et puis peut-être un dernier poste, alors qui en valeur n'est pas colossal dans l'univers des complémentaires santé, mais veut dire quelque chose du point de vue de la santé publique, c'est le poste hospitalisation, qui également dérive un peu. Alors là, on est plutôt sur du 2-3%, mais avec quelque chose d'assez inquiétant, c'est que c'est drivé par une dérive de la durée de l'hospitalisation, avec une durée qui est un peu plus longue que ce qu'on constatait notamment pré-Covid. Alors est-ce que c'est une conséquence des problématiques de non-diagnostic pendant la période de confinement notamment? C'est probable, on va voir si ça se poursuit dans le temps. En tout cas, nous sur le premier semestre, alors on est très prudent parce que la situation de nos clients est assez singulière d'un client à un autre, et je ne voudrais pas que mes amis assureurs pensent qu'on va passer forcément des majos partout, mais on voit bien que voilà, on est quand même dans une tendance qui dérive peut-être de 2-3%. Voilà, on verra. Voilà, ça fait quand même 3 années, on est dans des modèles un peu atypiques de consommation, donc à suivre. En tout cas, effectivement, on constate que ça continue de progresser. C'est vrai que 2021, c'était déjà atypique. Vous, Philippe Simon, en tant qu'opérateur de tiers payants, vous avez aussi accès à des données de gestion. Est-ce que vous constatez les mêmes tendances ? Alors nous, on observe les dépenses de santé par le prisme du tiers payant, hein, et surtout sur le tiers payant hors réseau, on va dire. Je rejoindrai Vincent sur l'analyse. On constate, nous, une explosion des 3 postes que sont l'audio, le dentaire et l'optique. Et on le sait sur le marché, je pense que c'est communément admis que cette réforme, elle était vraiment intéressante, elle était souhaitable, mais son équilibre de départ, qui était une plus forte dépense en dentaire et en audio, devait être normalement compensé par une dépense moindre de la partie optique. Ça n'a pas été le cas. Nous, on constate que le panier dit A en optique, il est consommé à moins de 4%. Et donc, on voit très bien que le surcoût, qui, je crois, initialement était analysé à 50 millions d'euros pour l'ensemble de ces 3 segments, mais il est en train de s'envoler à au moins 6 ou 7 fois plus. Donc des évolutions des dépenses qu'il faudra suivre dans le temps. Nous avons aussi une nouveauté, c'est qu'on a un nouveau ministre de la Santé et de la Prévention. La prévention peut être une des façons de maîtriser ces dépenses. Comment vous, chez Mercer, vous faites pour mener des actions de prévention qui soient efficaces et pertinentes auprès de vos assurés ? Alors c'est intéressant qu'on parle à nouveau de prévention, parce que quand on prend la réforme du 100% santé par exemple, ce qu'on a mieux remboursé, c'est les prothèses. Donc on ne peut pas vraiment parler de prévention en l'occurrence, mais plutôt de traitement curatif et curatif lourd, et on n'a pas traité l'épidémie de carie en l'occurrence. Donc c'est vraiment un sujet important. C'est un sujet qui intéresse les entreprises qui se sont, notamment à la faveur de l'épidémie que nous vivons encore, se sont emparés de ce sujet de la santé de leurs collaborateurs. La sécurité de la santé des collaborateurs est quelque chose d'important. Alors c'est une obligation légale, mais c'est devenu aussi un sujet de dialogue social. Donc nous, effectivement, on tâche de donner des outils à nos clients sur ces sujets-là, en s'appuyant beaucoup sur des données,
Alors, vous le disiez, Marionna, on est gestionnaire, donc on a à peu près 1 200 000 personnes qui sont gérées chez Mercer, donc ça donne une masse de données. Alors, on ne fait pas d'approche individualisée parce qu'on est sur du très sensible, en l'occurrence de la donnée de santé, mais on essaye de donner des cartographies de l'état de santé et du comportement de santé des entreprises au travers de la consommation de leurs salariés. Ça va être par exemple essayer de comprendre s'ils ont des comportements vertueux en termes d'habitude bucco-dentaire. Est-ce que je vais voir mon dentiste une fois par an? Est-ce que je suis aussi vertueux en termes de prévention des risques lourds, comme par exemple les cancers féminins? Est-ce qu'on respecte la précaution qui consiste à aller voir un spécialiste gynéco tous les ans? Donc on donne ces clés-là, et derrière, en fonction du diagnostic qu'on est capable de tirer de ces analyses macro, on pousse des solutions. Alors ça peut être de la communication, ça c'est le plus basique, ou des solutions beaucoup plus sophistiquées avec des partenaires qui sont pour certains des opérateurs de santé, qui visent à améliorer le comportement. Et in fine, on pense que c'est d'ailleurs héroïste, c'est-à-dire que ça produit un effet vertueux en termes de consommation, mais surtout que c'est facteur de santé pour les individus, et c'est ça le plus important pour nous. Les actions qui sont poussées aux individus qui ne sont pas allés consulter? Non, c'est une approche absolument globale. On ne va jamais rentrer dans une logique qui consiste à dire « Attention, vous n'êtes pas allé voir le dentiste depuis 18 mois », surtout pas. On n'est pas dans une logique de montrage du doigt, si j'ose dire. On est dans une logique de promouvoir des comportements vertueux à l'échelle de l'entreprise, au travers d'initiatives qui correspondent à la situation de l'entreprise et non pas des individus. C'est fondamental si on veut de la confiance. On sait combien les assureurs, au sens large du terme, sont présumés malveillants, on va dire. Si on commence à jouer avec les données des individus, c'est une catastrophe. On va détruire le peu de confiance qu'on est capable de produire. En revanche, si on est capable d'aider les entreprises et les salariés de manière un peu intelligente et en respect absolu des données de santé, je pense que c'est favorable, et on voit une très grande résonance chez nos clients en tout cas. Alors quels sont les services qui sont les plus plébiscités par vos entreprises? Alors les services autour du cancer féminin, on a des partenariats autour de ça, ça résonne beaucoup. Alors souvent parce que malheureusement il y a des situations dramatiques auxquelles font face les entreprises. Bon, le bucco-dentaire, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est quand même 25% des coûts dans les complémentaires santé, donc c'est assez utile de s'en préoccuper. L'audioprothèse, c'est pas trop un sujet de collectif, parce que c'est plutôt un problème qui survient au-delà de 55 ans, mais ça peut être intéressant. Les TMS aussi. Le sujet des TMS, quand on voit une prévalence du TMS plus importante, donc accompagner les gens sur l'ergonomie, alors aussi de la prévention, hein, plutôt au secondaire ou au tertiaire, avec un peu de traitement, ça marche bien. Il n'y a pas de t-shirt à taille unique, comme disent les Anglais, que je côtoie souvent. Nous, on essaie d'avoir une approche qui correspond à la réalité du terrain de chaque entreprise. Une entreprise de distribution ne va pas être la même chose qu'un cabinet d'avocats. De l'industrie, ça ne va pas être la même chose que l'univers du tertiaire. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe chez les clients, accompagner le dialogue social avec eux dans leur contexte. C'est comme ça que ça fonctionne. Justement, est-ce que l'exploitation des données de santé peut être une bonne façon de personnaliser cette prévention, comme disait Vincent? Alors, tout à l'heure, vous avez employé le terme de données de gestion. Marionna, là, on parle de données de santé. Et ce qu'a dit Vincent aussi, qui est important de rappeler, c'est globalisation de l'approche et de l'analyse. Tout ça est hyper important. Nous, on est tiers payeur, on est gestionnaire pour compte de nos clients. Nos clients peuvent être des porteurs de risques, ils peuvent être également des courtiers. Voilà. Donc, on travaille pour ces clients avec un mandat très clair. Sur la gestion qu'on opère pour eux. Donc on ne peut travailler qu'en lien avec ce mandat, avec leur accord explicite, et comme l'a rappelé Vincent plusieurs fois, je crois qu'il a raison, sur des données globalisées. Donc on a d'abord travaillé sur des sujets tarifaires, puis on a travaillé sur des sujets de fraude. Maintenant on travaille sur des terrains d'opportunités de services, mais que l'on détecte grâce effectivement à nos algorithmes, mais encore une fois sur des logiques de groupe, mais de groupes homogènes de consommation, on peut appeler ça des cohortes ou des clusters, voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais voilà, on travaille comme ça, et après on redonne ces résultats à nos clients qui eux-mêmes l'exploitent. Pour aller dans le domaine de la prévention,
Je pense qu'il faudrait effectivement pouvoir aller plus loin, mais cette fois-ci avec l'autorisation de le faire, ce qu'on n'a pas, travailler sur les données de santé et pouvoir travailler sur des données individuelles. Vincent l'a rappelé sur les troubles musculo-squelettiques, il y a effectivement, ça serait hyper intéressant de pouvoir détecter qu'une personne, parce qu'elle travaille dans un domaine dans lequel elle fait beaucoup de manutention, commence à rencontrer des problèmes. Ça permettrait effectivement de faire de la prévention, ça permettrait aussi à une entreprise de potentiellement proposer à cette personne une autre trajectoire professionnelle pour demain lui éviter d'être en invalidité ou simplement d'avoir des arrêts de travail à répétition. Et est-ce que les entreprises sont prêtes à investir sur ces actions de prévention? Est-ce qu'elles sont prêtes à prendre des solutions qui sont payantes? Alors moi je pense qu'elles sont prêtes. C'est assez nouveau. On n'avait pas beaucoup d'engagement des entreprises sur ces sujets-là. Mais c'est ce que j'évoquais, il y a eu cette conscience que la santé des collaborateurs, c'est important. La santé des collaborateurs, c'est largement invité dans les entreprises du fait du Covid. Et donc c'est une demande à la fois des partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social, et des employeurs, de trouver des solutions qui ne soient pas que des solutions de financement, finalement, de pratiques de santé. Donc oui, c'est en train de venir. Alors, c'est plutôt dans des organisations matures, on ne le voit pas partout. Dans des grands groupes. Oui, dans les grands groupes, oui. Alors, en plus, ces sujets pour des problématiques de données, on ne peut pas le faire sur des petites entreprises, parce que sinon on a vraiment un souci de confidentialité. C'est ça. Donc oui, c'est plutôt un sujet de grand groupe, mais souvent les sujets de grand groupe, c'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par arriver en Europe, ça finit par arriver dans les petites entreprises, parce que c'est une demande des salariés, mais qu'est-ce que vous faites pour ma santé? Est-ce que j'ai accès à une téléconsultation? Est-ce que j'ai des services de santé spécifiques? Etc., etc. Le marché de la santé est très concurrentiel. Mis à part ces actions et ces services, comment vous arrivez à vous distinguer, à tirer votre épingle du jeu concurrentiel de la complémentaire santé? Alors, en l'occurrence, ce sujet... alors nous, on a appelé cette offre-là Ambition Bien-être, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un sujet de différenciation qu'on va présenter chez nos clients, chez nos prospects, et ça fait vraiment une différence parce que ça permet de déplacer un tout petit peu la conversation du ticket modérateur vers des enjeux de santé. Le ticket modérateur, c'est important de bien le rembourser, mais les enjeux de santé, c'est aussi fondamental. Je pense que l'autre sujet sur lequel on va en termes de différenciation, c'est un sujet qu'on partage d'ailleurs avec CGIDIM, c'est le sujet de l'expérience utilisateur à tous les niveaux de la prestation de service. Alors il y a des acteurs émergents et un peu disrupteurs qui en ont fait leur miel, avec grand talent. Moi je pense que les acteurs un peu historiques que nous incarnons ont capacité à avoir une proposition de valeur percutante en termes d'expérience utilisateur aujourd'hui. Donc c'est les deux piliers, cette pertinence sur nos offres de conseil avec un angle vraiment santé et pas que financement, parce que sur le financement, de toute façon, on est un peu tous sur les mêmes sujets, et puis expérience utilisateur. Il y a aussi la question des frais de gestion. Est-ce que, on a vu ces dernières années beaucoup de réglementations allant vers un encadrement progressif des organismes complémentaires. Est-ce que vous pensez, Philippe, qu'il faut craindre un encadrement des frais de gestion des organismes complémentaires ? Alors, les frais de gestion, c'est un vieux serpent de mer. J'ai l'impression que c'est une espèce d'obsession de la puissance publique à vouloir comparer des frais de gestion de deux domaines qui n'ont rien à voir entre eux parce qu'ils ne sont pas comparables. On compare à la CNAM des assureurs complémentaires qui ont des coûts commerciaux, qui réalisent des encaissements alors que la CNAM ne le fait pas, qui ont la nécessité d'être équilibrés alors qu'on connaît tous la dette de la CNAM. Donc c'est un non-sens et par ailleurs, et a fortiori dans le domaine des collectives, je pense que les assureurs complémentaires ont démontré qu'ils étaient capables de gérer à des taux qui sont hyper compétitifs, mais néanmoins, ce que je suis en train de dire est complètement inaudible sur le marché parce que c'est très technique. Je pense qu'il y a un vrai danger depuis un moment. Je pense que dans l'Assemblée nationale nouvellement constituée, ça peut être un sujet de consensus. Et des véhicules pour faire pression sur ces coûts de gestion, il y en a plein. Moi, j'en connais un que la Cour des comptes a sorti il y a quelques années, qui est dans pas mal de têtes, sur l'association de la notion de contrat responsable à la capacité à gérer avec un certain niveau de gestion. Entre guillemets, c'est facile, c'est accessible. Donc je pense que tous nos clients aujourd'hui ont cette obsession de gérer, de bien gérer et de gérer à pas cher. Je pense que c'est important pour eux qu'ils continuent à investir dans les technologies, dans l'organisation, dans certains cas en externalisation. C'est un long sujet de débat que j'ai de manière assez récurrente avec Vincent. Je pense que tous ces outils existent, il faut continuer à les travailler. Après, ce qui est assez quand même intéressant de noter, c'est que pour une grande réforme comme la réforme de la PSC, l'État a choisi de confier aux complémentaires de gérer. Donc finalement, je pense qu'elles le font pas si mal que ça.
Donc, ils vont confier. Ce que vous entrevoyez, c'est qu'on continue à faire confiance aux acteurs privés, mais qu'on les encadre encore davantage. Hélas, toujours un peu plus, potentiellement. Vincent, qu'en pensez-vous? Quand on regarde le quinquennat précédent, une des rares réformes sociales, si ce n'est la seule, d'Emmanuel Macron, c'est le 100% santé. Oui. Donc on voit bien que le sujet de la santé est un vecteur de message politique important. Au milieu de ce message politique, il y a tous les OCAM et puis les périphériques des OCAM que nous sommes, qui ont un rôle particulier. Moi je pense que c'est bien d'être au cœur des préoccupations des Français et du gouvernement. La difficulté, c'est de sortir d'un discours exclusivement politique pour être sur du pragmatisme. Donc à nous, acteurs de cet écosystème, de démontrer notre valeur. Je pense qu'on est capable de le faire. Un seul exemple que je prends à chaque fois, c'est celui de la téléconsultation. Pendant des années, la puissance publique s'est échinée à essayer de mettre dans les parcours de soins la téléconsultation. Ce truc-là a commencé à exploser avec le confinement, où on s'est aperçu qu'il y avait des solutions chez les acteurs complémentaires santé et que ça trouvait une réponse. Donc on voit bien qu'avec de l'innovation, une proposition de valeur qui sont très complémentaires au sens positif du terme de la sécurité sociale, on est capable d'exister. À nous d'être bons là-dessus, et puis aussi de ne pas faire n'importe quoi sur les frais. Je pense que de ce point de vue-là, l'assurance collective, que je représente un peu plus que la moyenne, on va dire, est vertueuse. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait bannir et faire le nettoyage dans nos propres univers, c'est sûr et certain. Pour avoir discuté au titre de mon mandat de Planète CSCA avec des cabinets ministériels, je sais que ce sujet va persister. Et puis on verra avec un ministre dont on ne connaît pas la date de péremption, ce qui va se passer, lui qui est plutôt de culture hôpital public. On a ROC, on a tous ces sujets-là. C'est compliqué. Je crois qu'il faut démontrer notre valeur, c'est ça qui est important. Il y a la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires que vous avez évoquée, Philippe. Cette réforme pose des questions d'un point de vue de la gestion des contrats, de la distribution aussi. Comment voyez-vous évoluer le marché face à cette réforme ? Pour moi, c'est une réforme à la fois de fond, parce qu'elle amène un facteur d'équilibre qui n'y avait pas dans notre société entre le monde du public et le monde du privé. C'est une réforme qui peut être redoutable pour un certain nombre d'acteurs, parce qu'effectivement, elle transforme la nature de l'assurance individuelle facultative à collective et obligatoire, en tout cas pour une partie des ministères, et dans un temps somme toute assez court, parce que quand on se projette, il y a quelques années, quelques années pour transformer une entreprise, c'est somme toute court, parce que ça va toucher différents composants de l'entreprise. Ça va toucher sa distribution, ça va toucher son offre, la technique autour de l'offre, et ça va toucher la gestion et les systèmes d'information. Quand vous regardez tout ça et vous vous dites, voilà, j'ai 2 ans pour transformer mon entreprise sur tout ça, somme toute, c'est court. Sur le système d'information, vous savez que c'est notre terrain de jeu, donc nous, on a investi au départ pour le privé. Il se trouve que cette solution qui s'appelle Easy Collective, aujourd'hui, on la propose aux entreprises qui veulent soit rester forts sur leur marché d'origine dans ces ministères, soit conquérir ces ministères. Donc on propose des solutions. Après, sur la distribution, se posent des tas de questions sur notamment la granularité des appels d'offres. Si vous prenez par exemple la fonction hospitalière, est-ce que les appels d'offres vont se faire au niveau des centrales d'achat ? Il y en a 3. Est-ce qu'ils vont se faire au niveau des ARS ? Il y en a 17. Des GHT, il y en a 135 de mémoire, ou des hôpitaux publics, il y en a 900. La fonction de la granularité, ce n'est pas du tout la même force de vente, ce n'est pas du tout la même organisation pour se saisir de ce marché-là. Est-ce que les courtiers sont contents de cette réforme ? Alors pour ce qui concerne Mercer, nous, on n'est pas un acteur historique de l'univers public. Il y a des courtiers qui ont des gros morceaux de leur activité sur ce sujet-là, nous, ce n'est pas notre cas. Donc je ne peux pas apporter un regard de spécialiste là-dessus, même si on a considéré ce marché-là. On a été aussi aux côtés de grandes mutuelles de fonctionnaires il y a quelques années, quand ils ont voulu mettre en œuvre de l'assurance collective, parce que les grandes mutuelles, en sens large du terme, se sont inquiétées de cette question de l'assurance collective qu'elles voyaient monter. Donc là, elles sont obligées de s'en emparer. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a quelques années, avec une grande mutuelle, ils ont eu beaucoup de mal. Culturellement, il y a vraiment un gap énorme entre l'univers de la mutualité au sens individuel du terme, porté par un affinitaire très fort, et puis l'univers de la collective, où là, on est sur des groupes plus restreints, avec un pilotage, avec des niveaux de marge probablement plus difficiles à piloter.
avec un phénomène de concurrence finalement assez fort. Donc on va voir ce qui se passe. Il y a des grandes mutuelles qui étaient déjà sur ce terrain-là. Il y en a, par exemple, celle à laquelle on pense le plus facilement, c'est peut-être la Mutuelle Générale qui, par son modèle, a été obligée de s'en emparer, mais ça a mis beaucoup de temps. On a Harmony qui est très fort là-dessus. Dans le groupe Vive, on a MGEN, on va voir comment ils vont émerger là-dessus, mais c'est des sujets probablement de survie pour eux. Et puis, Philippe citait l'univers hospitalier, la MNH, je sais, va aller sur ce terrain-là. Donc, il va falloir qu'ils apprennent. Ils vont probablement manger quelques compétences ici ou là. J'espère qu'ils ne vont pas nous en prendre trop. Mais c'est intéressant. Et en tout cas, pour faire le point avec le sujet précédent, ça prouve la valeur de régulateur social et de protection sociale qu'ont les complémentaires santé dans un contexte d'emploi, qu'il soit public ou privé. Alors, on a aussi un dernier sujet pour cette émission, c'est celui des tensions autour du pouvoir d'achat. Alors, comment s'annonce cette période de négociation tarifaire 2022-2023 dans ce contexte très tendu pour les entreprises? Vincent Harel. D'abord, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui va se passer. Je pense que personne en France et dans le monde n'est capable de dire ce qui va se passer dans les 6 mois. On est tous avec nos boussoles, nos GPS pour essayer de savoir, alors l'inflation c'est quoi, c'est durable, c'est pas durable, c'est très compliqué. Deuxièmement, on est tous aussi soucieux de la rentrée sociale et de ce qui va se passer. Troisièmement, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas pour ce qui concerne l'univers de la protection sociale, notamment quelle va être l'approche de l'État sur un certain nombre d'indices cruciaux, notamment le fameux PMSS. Alors on entend quelques chiffres, etc., mais rien n'est sorti. Voilà. Ensuite, il y a quand même des éléments qui vont aussi aider les négociations. Je pense notamment au relèvement des taux techniques en prévoyance, puisque à la faveur, alors ça c'est un des effets positifs des emprunts d'État qui remontent, les taux techniques aussi remontent, ce qui fait, alors c'est très technique, qui fait baisser le niveau des provisions mathématiques qui est en sous-jacent, notamment en invalidité. Ça peut être significatif, moi je pense que c'est de l'ordre de 6-7 points sur le volume, ce qui fait beaucoup d'argent, donc ça va aider. Je crois qu'on va être sur un cycle où on le voit bien, on a un certain nombre d'acteurs qui cherchent de la profitabilité, les IP notamment, avec celles qui sortent des branches qui sont notoirement déficitaires. Donc même les acteurs IP qui étaient armés sortent de cela pour retrouver les marges de manœuvre budgétaires, très simplement. Vous parlez de Malakoff Humanis. Oui, mais on voit bien aussi dans la feuille de route du nouveau directeur général de AG2R que le sujet de la profitabilité sur la partie protection sociale est un sujet qui est manifestement assez haut dans la liste. Donc ça va être partout. Nous, on va accompagner nos clients là-dessus en essayant d'être aussi juste que possible et dans la meilleure négociation qu'il soit. Mais je pense qu'on va être dans un cycle haussier, c'est certain. Philippe, comment les organismes complémentaires contribuent à soulager le pouvoir d'achat des Français? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre? Alors en fait, moi j'aimerais déjà dire qu'il y a les assureurs complémentaires, les assureurs de manière générale travaillent sur des temps longs. Souvent on leur demande des choses sur des temps très très courts et c'est un peu à l'antipode de leur modèle. Les assureurs par exemple, ça fait des années qu'ils ont investi dans le tiers payant. Le tiers payant il a 2 vertus. Il a une vertu de trésorerie. Et il dispense d'une avance de frais. Et au demeurant, cette dispense, elle permet aussi d'accéder plus facilement aux soins. Donc là, je ne suis pas dans le pouvoir d'achat, je suis dans l'accès aux soins. Mais également par sa vertu de correction des dépenses, ou en tout cas de maîtrise des dépenses, ça permet de rembourser le juste soin au juste prix. Et donc, de facto, de peser sur le coût des contrats futurs. C'est le cas de la détection de fraude également. Donc ça n'a pas un impact immédiat, mais en étant de plus en plus pointu sur les détections de fraude, on évite de payer des choses qu'on n'aurait pas payées, donc de facto de peser positivement sur les prix des futurs contrats, donc sur le pouvoir d'achat des Français. Tout ça, c'est du temps long. J'aurais même d'autres idées. Ce n'est pas encore aujourd'hui dans les faits, mais je ne sais pas si vous le savez, mais le médicament non remboursé par la Sécurité sociale, donc a été, pour des raisons d'arbitrage budgétaire, au fil des années, déremboursé. C'est 6 milliards d'euros. Et ça, aujourd'hui, c'est payé de la poche des Français. Donc les complémentaires peuvent aller sur ce terrain-là en se disant, moi je peux avoir une stratégie de remboursement sur ce terrain-là et peser sur le pouvoir d'achat. Mais pareil, c'est du temps long. Il faut analyser la maîtrise des garanties et l'intérêt technique et même de santé de le faire. Mais tout ça, c'est du temps long. Par contre, sur le temps court, pour revenir sur la réforme le 100% santé, le 100% santé sur les paniers A,
c'est les complémentaires qui le payent majoritairement devant l'État. Ça, c'est une réponse concrète. Oui, enfin, de toute façon, ce qu'on peut faire, on peut éviter des dépenses, on peut éviter que les dépenses montent trop, ça c'est quand même important. Moi j'entendais il n'y a pas très longtemps un DRH d'un grand groupe français qui disait aussi dans le cadre de ces négociations salariales, il disait je pense qu'on est passé, alors pardonnez l'anglicisme, mais c'est la fonction qui est ainsi, on va passer du compensation, de la rémunération, aux benefits, donc la protection sociale. Parce qu'en fait, on voit bien que sur les salaires purs, le net, les entreprises, elles ont pas mis le levier pour que ce soit efficace en termes de coût total pour elles. Et les benefits, donc la protection sociale, sont un levier important. Donc, à nous aussi, dans l'écosystème des complémentaires santé, d'accompagner les employeurs à faire en sorte que l'univers des complémentaires santé, qui est un vecteur d'accès aux soins, un régulateur de dépenses, un objet de consensus social dans les entreprises, soit aussi un atout dans le travail sur le pouvoir d'achat. Et j'espère qu'on étendra le sujet de la protection sociale santé au sujet de la prévoyance et pourquoi pas au sujet de la retraite. Ça, c'est probablement la convergence de demain. Justement, il y a la loi sur le pouvoir d'achat qui est en discussion en ce moment, qui met l'accent sur le partage de la valeur dans les entreprises. Si elle est adoptée, cette loi va permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place l'intéressement par décision unilatérale de l'employeur. Est-ce que vous pensez que les assureurs peuvent bénéficier de cette mesure et notamment des passerelles qui existent entre l'intéressement et la retraite supplémentaire ? Alors, beaucoup d'assureurs et beaucoup de banques assureurs, surtout, ont des initiatives stratégiques assez lourdes et larges sur le sujet de la combinaison de l'épargne retraite et de l'épargne salariale qui a été mis en place par la loi Pacte. Personnellement, moi je pense que c'est un très très bon sujet de développement pour les entreprises et puis aussi un sujet très vertueux pour les Français. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris pourquoi on opposait un pilier de risque démographique, qui est celui de la répartition, à un pilier de risque capitalistique, qui est celui de la capitalisation. Donc je trouve que c'est bien que ce sujet émerge. Et le fait de flécher une partie de l'épargne salariale, qu'elle soit intéressement ou participation, vers de l'épargne retraite, me semble hyper vertueux à long terme parce qu'elle permet de solvabiliser un besoin futur qui est le taux de remplacement de chacun de nous, dont on sait qu'il sera peut-être moins bon dans le futur, sans effort supplémentaire pour les entreprises et pour les salariés. Ça offre, voilà. Et, je trouve que c'est une logique à la fois financière, de responsabilisation, de lisibilité de la couverture. Je trouve ça très bien. Et en plus, je pense que c'est très complémentaire des autres univers de protection sociale qu'on a évoqués depuis le début, que sont la santé, la cagnotte immédiate qu'on fait tourner tous les mois, la prévoyance qui est le coup dur, les difficultés du quotidien qui se matérialisent de manière un peu plus longue, et les besoins futurs que sont la retraite. Et là, on aura bouclé la boucle. Et j'espère même qu'un jour, on arrivera à faire la convergence dans nos systèmes sur les questions de retraite pour compléter notre expérience utilisateur qu'on évoquait également. Merci beaucoup à tous les deux pour d'avoir répondu aux questions de tech. Cette émission est terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.